Irina Dolinina et Roman Anin sont russes et journalistes d'investigation indépendants. Ils travaillent actuellement sur un reportage consacré aux familles de soldats russes. Au printemps 2023, des milliers de nouvelles recrues ont été envoyées au front. Mon mari est rentré à la maison en me tendant son ordre de mobilisation. J'étais sous le choc et je n'ai rien dit. On n'en a pas parlé aux enfants, ils aiment tellement leur papa. Je savais qu'il fondrait en larmes sinon. Elle prend d'énormes risques à s'exprimer ouvertement et à visage découvert. On a passé des centaines de coups de fil avant de la trouver. On a essuyé refus sur refus. C'était violent, vraiment. C'est de leur bureau de fortune qu'Irina et Roman produisent leurs reportages critiques vus par des millions de gens en Russie. Il ne leur en faut pas plus pour être catalogués agents de l'étranger et devenir une cible pour le Kremlin. Irina travaille pour le site Important Stories, Vajnie History, qui publie ses vidéos sur YouTube. Comme d'autres médias russes indépendants spécialisés dans le journalisme d'investigation, iStories a pris le chemin de l'exil. C'est à Prague que le site a trouvé refuge. On ne montrera pas où se situe le bureau. On ne filmera pas Irina et ses collègues dans la rue non plus. L'équipe craint d'être sous la surveillance des services secrets russes. La publication imminente du reportage d'Irina ne fait qu'attiser l'anxiété ambiante. J'ai plusieurs centaines de témoignages sur ce qui est réellement arrivé à 300 nouveaux appelés. Et c'est toujours pareil. Ça leur est tombé dessus, ils n'étaient pas préparés, ni formés, ni armés pour aller au front. Quelques jours à peine après leur mobilisation, ils se sont retrouvés parachutés dans le feu de l'action. Ils n'ont rien à manger ni à boire, pas de médicaments, nulle part où se laver et ils ont attrapé des poux. Il ne reste pratiquement rien de notre régiment, même pas 100 soldats, 70 peut-être. Pour illustrer les horreurs de la guerre, l'équipe utilise un outil de génération d'images par intelligence artificielle. Les gars ont tout de suite été sous les tirs. D'abord des Ukrainiens et des nôtres ensuite. Ils couraient dans tous les sens. Et aucun commandement pour les guider. Svetlana enseigne dans une école primaire. Son mari, Alexei Popkov, 40 ans, a été appelé et envoyé près de Svatove bien qu'il ait 3 enfants. Alexei Popkov, le mari de la protagoniste, est porté disparu depuis les affrontements qui ont eu lieu autour de Svatove en 2023. Si vous saviez comme j'étais fière de ma famille formidable. J'étais très fière de mon mari aussi. Et maintenant, tout s'est effondré. On prend cette histoire d'autant plus au sérieux que si Poutine est élu président, ou plutôt encore président, enfin, s'il est réélu, on aura une deuxième vague de mobilisation. C'est donc important que les Russes sachent ce qui s'est passé pendant la première vague et prennent conscience qu'on les a trahis. Poutine a décoré le général qui avait envoyé de nouvelles recrues au front. Mais Irina a découvert que ces nouvelles recrues n'avaient pas été enregistrées dans ses régiments, si bien qu'officiellement il n'y a pas eu de pertes humaines. J'aime ce passage. Ça fait vraiment peur. Irina ne voulait pas quitter la Russie. Mais l'État a exercé une telle pression sur les médias indépendants dès 2021 qu'ils ont tous fermé leurs portes les uns après les autres. À partir du moment où on est estampillé agent de l'étranger,
on n'est plus en sécurité en Russie. Ils ont commencé par dresser la liste de tous les journalistes considérés comme ennemis du régime. Roman et moi, on faisait partie des 20 premiers. Tous des journalistes d'investigation comme nous. Au début, on se disait, dommage qu'on n'ait pas d'influence. Mais visiblement, on en a quand même un peu puisqu'ils voient en nous une menace. C'est bien la preuve qu'on dit la vérité. Nous voici à Brême, en Allemagne, où se trouve l'Institut de recherche de l'Europe de l'Est. Ce bâtiment sans grand intérêt abrite des trésors. Des documents originaux y ont été mis à l'abri par des dissidents russes ayant fui l'Union soviétique du temps de Staline. Robert Latipov est originaire de Perm, une ville du nord de la Russie. C'est un militant de l'ONG Memorial, dissoute en 2021. C'était la principale organisation de défense des droits du pays. Robert est historien. Si je me suis intéressé à ces archives, c'est parce que la Russie traverse une immense catastrophe qui, à mon sens, aurait dû provoquer une véritable révolution dans les esprits. Un heureux hasard a voulu que le début de sa mission de recherche à Brême coïncide avec le déclenchement de la guerre, alors même que l'historien figurait sur la liste des personnes recherchées par le FSB, les services russes de sécurité. Soi-disant, on se livrait à un trafic de biens culturels. Sur le papier, le chef d'accusation, c'est trafic illicite de trésors du patrimoine culturel. Toujours est-il que c'est mon collègue qui a été arrêté. Il attend son procès et ça fait plus de 6 mois qu'il est en prison. Selon mes renseignements, une procédure pénale est en cours et on est tous les deux accusés, lui et moi. Je suis vraiment parti in extremis. La mission de l'ONG Memorial était de documenter la répression politique et les atrocités perpétrées sous le régime de Joseph Staline, tout en défendant les droits à la liberté d'expression et d'association des citoyens russes. En 2020, Latipov avait déjà mis un certain nombre de documents concernant les activités de Memorial en sécurité à Brême, car il se méfiait de Poutine. Un délit pour le FSB. Je ne peux pas aller en Russie actuellement, car je me ferai à coup sûr arrêter dès ma descente d'avion à l'aéroport. L'historien s'est spécialisé dans la recherche sur les dissidents de l'époque stalinienne. L'ironie du sort veut que le dissident aujourd'hui, ce soit lui. Les archives de Brême constituent pour lui une mine d'informations. Il y trouve entre autres des documents personnels concernant de nombreux opposants au régime de l'ère soviétique. Le plus intéressant, ce sont les lettres écrites dans les structures pénitentiaires. On en apprend beaucoup plus sur l'endroit où les prisonniers sont détenus. Leurs lettres renseignent aussi sur ce dont ils ont le plus besoin et qu'ils demandent à leur famille de leur envoyer. C'est rarissime que des lettres comme ça soient conservées. Et elles sont là, ici même. C'est captivant. Voilà à quoi je m'attelle en ce moment. Je me retrouve dans la situation où je vois et sens que l'histoire est en train de se répéter. L'historien nous dévoile un trésor qui lui est personnellement très cher. On ne peut pas tout tourner à la fois? Pardon? C'est mieux d'une seule main? À 4 mains, ce serait plus facile. Ça vous dit de jeter un coup d'œil? Bien sûr que ça nous dit. Alors venez par ici. Ce n'est pas pour me vanter, mais ça fait du bien à l'âme si on veut. Le prix Nobel de la paix 2022 avait été attribué à l'ONG russe Memorial. Robert Latipov nous fait l'honneur de nous montrer sa copie privée du document. C'est un peu triste en même temps. Si le comité Nobel norvégien nous a sélectionnés, c'est pour faire un geste symboliquement fort
destiné à soutenir des ONG dans la tourmente. Moi, ce que j'aimerais, c'est que des moments durs et tragiques comme celui-là n'existent pas. Le lendemain, Latipov prend le train pour Berlin, où Memorial International a appelé tous ses membres dispersés dans le monde à un grand rassemblement. C'est le premier anniversaire de la remise du prix Nobel qui va être célébré. Il y a du positif, bien sûr, mais c'est triste en même temps. Le plus triste, c'est que la guerre continue. Roman Hanin apprend le tchèque dans les locaux pragois du site. Il s'était déjà fait connaître avant le déclenchement de la guerre pour ses reportages sur la corruption en Russie. Il a même reçu le prix Pulitzer à 27 ans. Je n'avais aucun doute sur le fait que les autorités fermeraient les médias indépendants. Nous, on voulait empêcher les politiques d'accéder au pouvoir et de voler l'argent public. Ils nous voyaient comme leurs ennemis. Poutine a même épinglé mon travail à 2 reprises. Notamment quand j'ai sorti l'histoire sur sa fille et son ex-gendre. Il a dit à propos de nous, « Je les connais ces types, ils sont à la solde de la CIA. Elle leur dicte ce qu'ils doivent écrire. » Les thèmes sélectionnés par Important Stories gravitent autour des événements actuels en Ukraine. On a publié une histoire très forte qui a fait 9,5 millions de vues. Il s'agissait de proches de soldats russes de Bouriatie morts en Ukraine. Rien qu'à Irkoutsk, ils ont été 300 000 à regarder. Ça correspond grosso modo à 30% des habitants de la ville. Pour moi, c'est un grand succès. L'une des histoires phares parle de Hubert Seipel, un journaliste allemand qui a écrit pas mal de livres sur Poutine. Avec nos confrères du Spiegel, on s'est rendu compte qu'il avait été soudoyé et payé en sous-main par Alexei Mordachov, un oligarque milliardaire russe, pour publier ses livres pro-Poutine. C'est une histoire importante qui montre qu'il y a même des Allemands qui défendent Poutine et se font payer par le régime. Et puis, il y a l'histoire de Sergueï Mironov, qui est capitale à mes yeux. C'est lui qui dirige le parti Sprawiedliwaya Rassia, Russie juste. Avec sa femme, ils ont enlevé des enfants de Kherson, une ville ukrainienne occupée par les Russes. Ils ont adopté un des enfants en changeant son nom et sa nationalité. C'est un délit considéré comme un crime de guerre de déportation illégale de population vers la Russie par la Cour pénale internationale. Alors, comment tu trouves ? Au début, j'ai aussi trouvé ça déconcertant, mais finalement, je pense que c'est super. Elle a demandé si elle pouvait faire quelque chose de sombre avec beaucoup de sang. Irina et sa collègue Alessia commentent les illustrations de leur nouvelle histoire. Elles viennent juste de les recevoir. Je trouve que les sentiments de cette femme qui reste toute seule avec son enfant alors que son mari a été réquisitionné de force ressortent bien. Les Russes ont été livrés à eux-mêmes. Cette femme est tombée de haut. Ils n'ont reçu aucune notification écrite. Ils viennent à peine d'entrevoir le vrai visage du régime en Russie. Le vrai visage du régime, Irina le connaît pour sa part très bien. Le sentiment d'être traqué ne la quitte jamais. On prend d'énormes risques. Ce n'est pas qu'on reçoive des menaces de mort. C'est juste que ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand. Et nous, on est tout le temps en train de se demander si on ne ferait pas mieux de changer ça ou de partir vivre ailleurs. Il ne faut jamais croire qu'on a la situation sous contrôle. C'est une illusion. Toute l'équipe a appris à faire avec.
On a demandé à un moine tibétain de donner une définition de la méditation. Il a répondu, quand tu fais du thé en pleine conscience. C'est ce que je fais et donc je médite. On est une organisation classée indésirable. Et c'est un concept juridique à part entière en Russie. Il suffirait que j'avoue travailler pour Important Stories pour écoper d'une peine allant jusqu'à 6 ans de prison. 4 pour mes collègues. L'étiquette d'agent de l'étranger m'importe peu. Je sais avec certitude que je fais déjà l'objet d'une procédure pénale en Russie. Je serais condamné à 20 ou 25 ans de prison si j'y retournais. Mais le pire, c'est de savoir pertinemment que sur place, il y a énormément de gens qui veulent ma peau. Et je vis avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête depuis pas mal d'années. Les attaques éventuelles du FSB sont un sujet de conversation omniprésent, y compris pendant la pause déjeuner. Il y a tout juste quelques mois à Munich, une consoeur d'un autre média online indépendant a été blessée. Il y a une suspicion d'empoisonnement la concernant. Je vais me procurer une clé d'authentification USB. Il se pourrait bien que ma boîte mail soit piratée depuis 1 an. Moi, j'ai une clé USB spéciale pour ma messagerie maintenant. Tu peux pas lire tes mails depuis ta messagerie alors? Oui, c'est ça. Salut. Salut. On est en train de partager nos messages de menaces. On parle de tout ce qu'on peut plus supporter. Une menace par-ci, une menace par-là. Vous avez déjà mangé? Non. C'est le genre de message qui m'achève. L'auteur donne dans le lyrique et les expressions recherchées. Il y a vraiment un effort de style dans le choix des formulations. Nous savons que cette racaille a fui comme un rat apeuré. Donc 2 attaques personnelles qui visent Alessia en une seule phrase. Elle aura beau se cacher, on la retrouvera où qu'elle soit. Elle devra répondre de ses mensonges diaboliques. Elle devra rendre des comptes pour chacun de ses mots. On la retrouvera, elle et son chien pantelant. D'un côté, ça montre qu'on fait les choses bien et qu'on leur fait peur, puisqu'on a ce genre de menaces. Mais il faut qu'on comprenne comment ils arrivent à nous retrouver, pour arriver à nous cacher du mieux qu'on peut. Si on surréagit à ces menaces, on est obligé de jeter l'éponge. C'est trop nocif pour la santé mentale, sinon. Le reportage d'Irina sera en ligne dans 3 jours. Parviendra-t-il à totaliser 1 million de vues? Pour des raisons de sécurité, l'équipe de journalistes a décidé qu'Irina quitterait Prague pour échapper à une éventuelle attaque des services secrets russes. Robert Latipov est en route pour Berlin. Il prend enfin le temps de réfléchir à sa situation personnelle. On a cru jusqu'au bout que cette guerre pourrait être évitée et que si jamais elle éclatait quand même, elle se terminerait rapidement, parce qu'elle est juste irrecevable. Mais c'est un autre visage de la guerre qui s'est imposé. Il faut le reconnaître. Elle est devenue méconnaissable. Elle s'est durcie. Et elle est même effrayante à bien des égards. Au vu de cette situation, je comprends que je ne pourrai pas retourner dans mon pays avant 3, 5, 10 ans peut-être. Je n'éprouve pas de sentiment de nostalgie. Disons que je n'ai pas le mal du pays. Ce qui m'attriste profondément, c'est la sensation d'une immense perte dans ma vie, d'un immense gâchis, et ça me fait mal. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu énormément de collègues,
J'ai perdu des amis. Pas tous, bien sûr, mais quelques-uns tout de même. J'ai dû bouleverser mes habitudes et celles de ma famille de la façon la plus radicale. La grande célébration de Mémorial attire beaucoup plus de participants que prévu. Il y a là des personnes de tous horizons, mais elles ont toutes un point commun. Leur engagement pour les droits de l'homme dans leur pays les a contraintes à l'exil. Robert se réjouit de cette occasion unique de rencontrer des gens qui partagent ses idées et avec qui il peut discuter des sujets qui l'habitent. Par exemple, le comportement de son collègue emprisonné à Perm l'inquiète beaucoup. Il signe tout ce qu'on lui met sous le nez. Il livre tout, il dit tout. Il a déjà balancé plein de noms. Il y a des interrogatoires en permanence. Ils en sont déjà à la 2e, 3e tournée. Il y a effectivement des choses insensées qui se passent, des trucs débiles. Ils sont à l'affût de n'importe quel dossier compromettant. Un premier enquêteur du FSB s'y est déjà collé plusieurs fois sans succès. Même le procureur a dit « rien à voir, circulez ». Et il le garde malgré tout pour la bonne raison qu'il raconte bien les histoires. Et merde. L'ancien oligarque, Mikhail Khodorkovsky, a même fait une apparition surprise. Poutine avait fait de lui un exemple en l'envoyant en prison pour 10 ans pour fraude fiscale. Mémorial a aidé de nombreux prisonniers politiques à l'époque où j'étais en prison, dont moi et mes collègues. Je leur en suis très reconnaissant. C'est comme ça que depuis ma sortie de prison, il y a 10 ans, des relations très cordiales se sont nouées entre l'organisation et moi. Comme tant d'autres, il ne croyait pas à l'invasion de l'Ukraine. Intellectuellement, il était clair pour moi qu'il allait déclencher une guerre. Mais émotionnellement, j'étais incapable d'y croire. C'est pour ça que quand la guerre a commencé, je suis resté pétrifié pendant une semaine. Parce que pour moi, c'était inconcevable. On s'habitue, c'est dans la nature humaine. Aux côtés des Russes, il y a des défenseurs des droits de l'homme du Bélarus et d'Ukraine. Les lauréats des 3 États protagonistes de la guerre s'étaient partagé le prix Nobel de la paix l'année passée. Le discours de Herta Müller touche particulièrement le cœur du public. La lauréate du prix Nobel de littérature a grandi dans la Roumanie du dictateur Ceausescu. Ce monde avait-il déjà vu un dictateur qui mène une guerre d'extermination interdire le mot guerre à tout le monde? Son mot de remplacement pour la guerre est « opération spéciale ». Une expression issue du jargon du KGB qui lui est rentrée dans la tête. Robert Latipov a la grande joie de rencontrer Irina Kisilova, une vieille amie de Perm, et Leonid Silberman, un membre de Mémorial de la première heure. Léonid, tu es aussi à Afula? Est-ce que tu y habites ou bien... En fait, je n'habite nulle part. Léonid a été membre fondateur de Mémorial en 1989. Il publie également pour le site d'information 7x7, favorable à la démocratie en Russie. Les bureaux de la rédaction se trouvent à Vilnius. Ma famille est en Israël. En somme, je passe ma vie à faire des allers-retours entre les deux. Entre-temps, Mémorial est tellement dispersé dans le monde entier que la Russie m'est devenue étrangère. Tout autant que la Corée du Nord. Une dernière photo, tout le monde y tient. Car on sait qu'on se quitte pour longtemps et qu'on ne se reverra plus avant des années.
Aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être en vacances. C'est une petite parenthèse très douce, avec des mots de gratitude et de soutien. Ça donne envie de continuer à mener une vie honnête, juste, tout en poursuivant mon travail. Début février, nous retrouvons Irina à Berlin. Sa fidèle compagne Lucia est à ses côtés. Ici, la journaliste a enfin osé changer de couleur de cheveux. Avant, elle avait peur de se faire remarquer. À Moscou, puis à Prague, il se peut très bien que j'ai été sous surveillance. En teignant mes cheveux, je me serais encore plus démarquée dans la foule. Et je crois que ça n'aurait pas été une très bonne idée. Cela fait maintenant 3 semaines que sa vidéo est en ligne. Jusqu'à présent, il y a eu 560 000 clics. Pas tout à fait autant qu'on l'escomptait. Parfois, il est difficile d'anticiper exactement ce qui motive les Russes et à quel moment. Pour l'instant, ils n'y pensent pas. Ils se disent, c'est bon, la mobilisation est passée et mon fils n'a pas été enrôlé. C'est ce que porte à croire le nombre de clics. Mon fils a été épargné et j'en profite pour m'occuper de mes affaires. Lorsque la deuxième vague de mobilisation arrivera, il y aura peut-être à nouveau des millions de clics. Car les gens seront là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa vidéo compte aujourd'hui 6500 commentaires. Certains sont très touchants. Quel beau commentaire. J'ai beaucoup pleuré en voyant la vidéo quand la femme dit que son fils est porté disparu, mais qu'elle priait quand même pour les Ukrainiens et pour la paix. Et elle dit à cette femme, « Tu es un miracle. Tu es si sage. Que Dieu t'aide et j'espère que ton fils est encore en vie. » Lucia, la chienne, n'est aux côtés d'Irina que depuis 2021. Elle avait toujours souhaité la compagnie d'un chien sans pour autant sauter le pas. L'éventualité de devoir partir l'a freinée dans cette démarche. J'ai vu sa photo. Elle vivait dans des conditions épouvantables. Ces gens ne s'en occupaient pas, alors qu'elle n'avait qu'un seul œil. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec mes yeux pendant toute mon enfance. Tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais la prendre. Et quelques mois plus tard, elle était déjà en Europe. Parce que nous avons dû quitter le pays. Irina a fui la Russie pour Prague avant de quitter Prague pour Berlin. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle subit le contre-coup. Le stress emmagasiné à Prague était plus grand qu'elle n'imaginait. À Prague, chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais en pleine paranoïa, parce que je savais que mon adresse avait été mentionnée une fois. Et là, tu marches vers ton immeuble avec la peur au ventre. Tu ouvres la porte d'entrée en plein stress parce que l'idée qu'il y ait peut-être quelqu'un qui t'attend près de l'appartement te tourne dans la tête. Une fois que tu es dedans, tu te dis que quelqu'un est déjà rentré dans l'appartement et que quelque chose a déjà été empoisonné. Pourquoi pas? C'est peut-être de la paranoïa à 99%, mais après tout, qui sait? On peut se faire tuer en Russie pour ses recherches. On peut se faire tuer à Prague aussi. Alors oui, tout est devenu plus dur. Mais j'ai une bonne équipe et donc je vais continuer. Pour combien de temps encore, c'est une autre histoire. Peu après cette rencontre avec Irina, l'opposant au régime Alexeï Navalny est mort dans une prison russe.